Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Salut Aran Evans, salut Eldarion, Drallers, l'infirmier, Ectelion, merci beaucoup pour le 11e mois. Est-ce que je vous cause demain pour le 11e mois? Peut-être, on verra, je sais pas. Salut Sultan, salut Old Wolf, PLH, Lex, McMuffin, Yorkshire Tor, pour des mouettes, Talvion, Brax, Graph Express, Blood Raven, Numérique, Max François, Sylvain, Poupe, Coffee et Poulouloutre, Gros Ganon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Et pour cette Méta spéciale, on va accueillir tout de suite Thibaut Gros Titi. Salut Titi, comment tu vas? Salut, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et puis, bah, écoute, je vais super bien. Yes, de retour de Toulouse momentanément. Pourquoi es-tu revenu dans la plus belle ville du monde, Titi? Écoute, on a pas mal enchaîné. Après un petit week-end reposant avec madame, je suis allé à Paris pour et le travail et pour les playoffs qui ont lieu ce week-end au French Game Café, où du coup, je vais essayer de gratter une place en Ligue 1 avec les adeptes du gras. Yes. Euh, Ce soir, il était un peu spécial. Le but, c'était d'avoir du coup tous tes retours sur les Worlds, le débrief. Donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par le commencement. Euh, Vous aviez décidé de faire un roster qu'on a beaucoup débrief déjà dans l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les time frames, comment ça s'est passé depuis la victoire de l'Alliance début janvier ou mi-janvier jusqu'aux Worlds, un peu quelles ont été les étapes de la constitution du roster, de l'entraînement, le log des listes des armées, un peu comment ça s'est fait, sachant que le timing était très court. C'est quelque chose qui a été un peu critiqué par toute la scène, je pense, sur cette année de démarrage des ligues, le timing très court entre la sélection et les Worlds. Du coup, comment on fait lorsqu'on est en équipe de France pour s'entraîner sur un temps aussi court pour décider des armées? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé? Mm. Alors, j'aurais peut-être pas l'ensemble des informations parce que il y a des choses sur moi qui sont décidées pendant que j'avais pas encore rejoint la sélection et qui même étaient peut-être pas dans mon scope de réflexion. En gros, moi, j'ai eu la proposition de Sarantay de rejoindre la composition de l'équipe de France, je pense, 2 ou 3 semaines, peut-être moins que ça, peut-être une semaine ou deux après le retour de la Ligue 1 où son équipe avait remporté le capitanat. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu comme on s'attendait à un battle royale, il y a eu des personnes qui étaient déjà un peu verrouillées sur des armées, notamment Mila qui allait plus trop bouger. Euh, on avait pas beaucoup de gens qui étaient extrêmement figés. On avait Warren qui prenait quand même bien la direction d'aller sur Nurgle, etc. Donc on avait, on va dire, deux, trois armées qui se sont fixées. Et ensuite, il y a eu une grande vague de tests avec deux bootcamps. Un qui était du coup avant le Battle Scroll qui s'est déroulé chez Neo et un autre qui a eu lieu après euh, et sur lequel bah, tout simplement on a testé soit des armées qu'on appréciait et qui étaient à la mode, donc on a testé Slanesh, on a testé du Seraphon, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises sur table, d'autres qui ont été assez vite écartées pour des raisons de kiff un peu de l'équipe de France ou de vision un peu du capitanat sur lesquelles tout le monde s'accordait à peu près. Suite au Battle il y a eu un peu, on va dire, 5 armées qui ont été verrouillées et 3 joueurs qui étaient encore un peu en recherche. On avait du coup Palache, Askeladd et moi-même. On avait des listes qu'on voulait inclure, mais qui avaient encore un certain. On cherchait plutôt le joueur qui allait aller avec. Donc Slanesh, on avait été plutôt convaincu lors du bootcamp, et donc on voulait l'inclure. Et il a semblé que Palache, ça collait bien à son playstyle. Et ensuite, il y a eu la bascule sur STD parce que sans le Gaunt, c'était plus proche du gameplay de Askeladd, donc c'est allé chez lui. Et après, il y avait le grand dilemme de à quoi j'allais servir. Et donc, on a cherché la meilleure armée pour me rendre difficile à affronter, mais offrir le plus de liberté au péril pour Guillaume.
Et donc, ça s'est joué entre Skaven, Seraphon et City of Sigmar. Et comme tout le monde le sait, c'est City of Sigmar qui a remporté la mise. Et après, pour l'entraînement, ça varie. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de tests parce qu'ils ont un gros volume de jeu, etc. Il y en a qui ont beaucoup traîné sur TTS et assez peu en direct. Il y a eu les week-ends d'entraînement qui ont beaucoup servi. On a eu également beaucoup de retours de la part de certains membres de la communauté qui nous ont assistés, qui étaient présents durant l'event et qui nous ont beaucoup aidés, donc qui étaient présents sur le Discord. Par exemple, sur le Skaven, moi j'ai eu l'aide de Martin et du Grand Rouen qui m'ont soit aidé en MP en off, soit directement sur le Discord de l'équipe de France. Donc il y a eu aussi tout un travail un peu collégial, communautaire pour aider, je pense, l'équipe, avec des débriefs de tournois. Donc par exemple, Babi, bah, il a intégré le Discord pour aider Palache sur les estimés parce que il avait plus de volume de jeu, ce genre de choses. Donc il y a une aide vraiment communautaire de beaucoup d'équipes différentes, de L2, de Ligue 1, de toutes les régions de France. Donc ça, c'était vraiment très cool. Voilà, donc et après, il y a par exemple pour moi, j'ai mis une grosse claque d'accélération plutôt après le rendu des listes parce que j'ai eu un énorme travail de list building pour trouver la version qui me plaisait. Mais j'avais assez peu joué COS, hein, quand j'ai rendu ma liste, j'avais, je pense, 4-5 games, un truc comme ça. Et j'avais fait que 2 parties avec la liste que j'ai envoyée. Par contre, ensuite, j'ai vraiment bourriné une grosse quinzaine de parties, je pense, avant le départ au Worlds. Je jouais quasiment pas loin d'une fois par jour pour essayer de balayer le maximum de factions et d'avoir des estimés les plus précis possibles et surtout prendre en main la macro de la liste qui était particulièrement importante. Voilà. Yes, donc vous avez, a priori, si je comprends bien, vous avez eu des nombres très variables de games. On a des gens qui avaient leur liste quasiment à la sortie de la L1. Je pense à Camille qui, à mon avis, a pas dû avoir une liste qui a beaucoup bougé, ou Mila, et donc qui ont pu enchaîner beaucoup de games. Et il y a des gens qui ont été décidés très tard, comme a priori toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette méthodo d'avoir des choses loquées très tôt, d'avoir des choses dans le roster qui sont fixes et d'avoir un peu des électrons libres qui peuvent être un peu changés au dernier moment? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'on a un jeu qui peut évoluer beaucoup et il faut pouvoir se garder ces opportunités et du coup on a besoin d'avoir ces joueurs-là qui sont capables de faire ces électrons libres? Ou est-ce que c'est une spécificité qu'on a parce que justement, en équipe de France, on avait ces joueurs qui pouvaient un peu changer, qui étaient un peu électron libre. On avait cette liberté-là dans le roster de cette année de l'équipe de France qui a fait qu'on a pu prendre ces libertés. Et si on ne les avait pas eues, on aurait dû faire 100, etc. Je pense qu'il y a plusieurs variables. Je pense qu'il y a une des variables, c'est quels sont les joueurs que tu as en face de toi. Il y a plusieurs typologies de joueurs. Tu as des gens qui sont capables de switcher d'une armée à une autre de manière très rapide. Tu as des joueurs qui sont capables en un minimum de temps d'accumuler un maximum de training parce que par exemple ils ont des facilités professionnelles, familiales, en termes de disponibilité, etc. Donc ça permet quand même de déployer un très gros volume de jeu très court, en un moment très court et donc finalement d'avoir une vraie préparation en un temps minimum. T'as des gens qui n'ont pas besoin d'un gros volume de jeu et qui ont une grosse adaptabilité et tu peux leur dire bah dans 3 jours, il faut que tu me trouves une liste à rendre dans telle armée qui a tel objectif. T'as des gens, ils ont besoin de beaucoup de volume sur du long terme pour arriver extrêmement près à la compétition. Et donc en fait, tout ça, pour moi, le capitaine, il doit analyser son équipe, voir ce qu'il a en face de lui. Pour prendre l'exemple par exemple de Loukrage avec CSBG, à la sortie de la Liga, il a fait que tester sur d'autres armées pour voir s'il pouvait apporter la même chose en plus efficace dans une autre armée. Et comme il avait déjà tout le background en SBG de la saison, bah, ça lui a permis en fait de mettre de côté SBG en disant ça c'est sécure, c'est testé, c'est verrouillé, la liste elle marche et tout machin. Et en attendant, je vais tester d'autres choses et donc faire, par exemple, quand il est venu au week-end de training, il a testé d'autres choses. Il a joué au Siark, il a joué machin, etc. Pour voir un peu si on pouvait trouver d'autres solutions. Et finalement, à la fin, quand le Battlesroll est tombé, on s'est dit bon, Battlesroll, pas d'impact sur SBG, on n'a pas trouvé vraiment mieux dans le temps imparti, et bah gardons SBG, c'est très bien par rapport au roster. Et donc en fait, plus on a avancé, plus je pense que Guillaume a déclenché les joueurs au moment où ils avaient besoin d'être déclenchés, et en fonction de leur capacité de training aussi, et aussi leur souhait en tant que joueur. T'as un joueur, il va être à l'aise, il a 60 games dans le compteur,
sur son truc. Tu as un joueur, il peut faire 10 games avec son truc et se sentir prêt. Donc, je pense que c'est surtout une analyse plutôt humaine et de demander aussi aux gens comment est-ce qu'ils vont se sentir sereins. Et quand tu prends ces facteurs-là et que tu les gères, tu les pilotes bien, et je pense que ça a été plutôt bien le cas cette année, tu peux pallier à une situation, on va dire, en termes de temps, qui forçait le capitaine français à avoir une sélection très tardive. Maintenant, le meilleur système, c'est ce qu'il va y avoir cette année, c'est-à-dire une sélection plus tôt, où tu peux potentiellement avoir le même système, mais tu as la sécurité du temps derrière toi, et t'es pas obligé d'agir dans la précipitation. Forcément, tu peux déjà avoir, avec plus de temps, on aurait eu plus de travail préliminaire et on n'aurait peut-être pas raté ce que je pense, moi, on a raté cette année dans le méta. Donc après, avec des si, tu peux réécrire le monde, mais il est certain qu'il y a des choses qu'on n'a pas eues dans notre scope et qui pourtant se sont révélées être intéressantes au World. Voilà. Donc avec plus de temps, c'est sûr, enfin, je pense quasiment qu'on les aurait peut-être pas ratés. Yes. Du coup, votre roster, vous avez décidé de ramener Chef of Darkness, 20 Chosen, Soulblight Gravelord, Manfred, Black Knight, un Edit of Slanesh avec 2 gros marteaux de cavalerie et du tir, Nurgle avec un spam de Putrid Blade King, Blade of Corn humain avec notamment beaucoup de Blood Warrior et des Skull Reaper, un fake Ushoran, Morbeg Knight, un Stormcast One Drop, double Palador, Long Strike Vigilor Condis et ta liste Cities of Sigmar avec beaucoup de MSU, beaucoup de choses pour jouer partout. Lorsque vous avez fait le roster, est-ce que vous avez eu l'impression de devoir faire un petit sacrifice ou est-ce que pour vous, au moment où vous l'avez fait, c'était le roster parfait? Non, pour nous, je pense, enfin, après, c'est pas moi qui ai fait le ressort, donc je dirais pas forcément ce qu'on pensait. Mais de mon point de vue, je pense on n'a pas fini le truc en se disant, ouais, c'est perfect, on a trouvé toutes les failles dans la méta, on est max, genre, il n'y a pas de meilleur roster. Pas du tout. Je pense qu'on s'est dit, on a trouvé un bon roster dans le temps imparti avec les ressources qu'on avait et qu'on a pu déployer dans un temps minimal. Et avec des petites touches qui pouvaient s'avérer payantes. Notamment, par exemple, on s'est dit, Slanesh, franchement, la liste est bien. Les trainings, ça s'est bien passé. C'est un vrai potentiel pour mettre des culs. C'est un peu surprenant. Personne joue ça. Bonne idée et tout machin. Je pense que même aujourd'hui, on reste convaincu que Slanesh était une bonne idée comme liste, mais ça s'inscrivait pas forcément bien dans notre roster. Donc non, on s'est pas dit c'est méga bien. On s'est dit c'est bien, c'est très correct et ça correspond à ce qu'on peut attendre d'un pays du niveau de la France dans le contexte de rapidité dans lequel on était. Donc je pense que c'était ok, mais on était très loin de se dire c'est la perfection, quoi. Yes. Le temps a manqué pour ça, si je comprends bien. Du coup, sont arrivés les reveals de liste. C'est quoi, ça a été Mm. quoi lors de vos discussions sur les autres listes, vos plus grosses surprises? Qu'est-ce qui vous a marqué dans les rosters que vous n'aviez pas vus? Euh, je sais pas si on a eu des grandes discussions sur ça. Je pense qu'on s'est dit quand même, il y a un truc qu'on a raté sur Luminette Vache, parce qu'on s'est dit, il y en a quand même pas mal, et les listes ont quand même une sacrée tronche, enfin, une sacrée tronche de cassage de couilles. Donc ça. Et après, on s'est dit, bah, le méta était plutôt à l'attendu. Peut-être un peu plus de monstres en Séraphon que ce qu'on attendait. Moi, je m'attendais un peu d'autres compos, des compos beaucoup plus légers en monstres. Et il y avait beaucoup de double Edgine, double Bastille, des trucs comme ça. C'est moi, je voyais pas des compos si lourdes que ça. Ouais, la forte présence de Luminette. Euh, je pense que c'est à peu près tout dans les grandes surprises. Et beaucoup moins de Zinch que ce à quoi je m'attendais aussi. Je m'attendais à plus de Zinch que ça. Mais donc voilà, je pense que il n'y avait pas de milliers de surprises. Et si peut-être beaucoup de Beast of Chaos, je crois qu'il y en avait beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment genre à un ou deux gars et finalement il y en avait plus que ça. Donc ouais, je pense que ça, les surprises, c'était pas des énormes surprises. Hein. C'est pas dit. Franchement, la plus grosse surprise de l'année, c'était vraiment Luminette Vache. Je pense que c'est ça qui nous a le plus dit, et en nombre, voilà. Pas forcément la liste, parce que tout le monde sait que ça existe tout le temps, parce que c'est toujours un peu regardé, mais vraiment dans ce nombre-là, et avec des belles listes sur table, qui étaient en plus un peu différentes à chaque fois et tout. Yes, on arrive un peu à l'événement et cette année, vous avez pris la décision pour la plupart d'entre vous de faire les solos.
Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus entre les solos, c'est fatigant et c'est 5 games de plus à startiner sur une semaine versus les solos, c'est de la chauffe, on se met bien dans la liste, ça fait du training en plus et on arrive fin prêt pour le premier jour. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? Je pense que si tu es habitué, tu as la condition physique et que tu peux tenir le truc et que tu joues pas une liste un peu genre surprise à la Pierre Geist des Danois, je pense que les solos, c'est toujours une bonne idée. Parce qu'en fait, faut pas se leurrer, t'arrives turbo chaud le J1 des Worlds. Donc par exemple, tu vois des listes comme Askeladd, moi, peut-être discutable pour la Slanesh, mais Palache avait besoin, je pense, d'un petit surplus d'entraînement, donc c'était pas mauvais. Euh, donc ça c'est pas mal. Ça permet aussi, si t'as un joueur un peu comme Palache qui, je pense, avait un petit déficit d'entraînement, ça te permet quand même de rajouter 5 games au compteur dans un contexte quand même technique. Hein. T'es quand même contre des joueurs qui rigolent pas trop. Les listes elles sont là. Il y a la clock, ça parle anglais, ça te permet de d'éprouver un peu tes mécanismes, d'être bien chaud sur les automatismes quand tu vas démarrer. Voilà, moi je pense que ça te met dans des bonnes conditions. Comparé au mec qui descend de son trajet, qui a une liste que tout le monde connaît, je sais pas, par exemple un Stormcast, un truc, tu vois, un mec qui débarque de l'avion, ça se trouve ça fait une semaine, il a pas touché une figue. Ok, il fait une game vite fait dans son coin avec son collègue sur une table, machin. Bah en fait, t'arrives le jour 1 à la première game. Pour moi, vous n'êtes pas au même niveau de chauffitude, tu vois, sur le truc. Donc moi, je trouve que ça présente un intérêt. Par contre, quand t'as des listes vraiment un peu secrètes, un peu touchy, la Pierre Glaise danoise, c'est le meilleur exemple. Pour moi, je crois que j'en avais parlé sur ton live, c'était une strato-connerie de la jouer au solo, tu vois. Parce que clairement, ça, par exemple, ça a donné à la France la strat qu'on a utilisée contre lui quand on l'a joué. Donc lui, en fait, il nous a servi sur un plateau, je pense, 5 tranches, c'est quel que soit l'adversaire, quoi. Donc, énorme bêtise pour le coup de ce coup-là, surtout quand tu as réussi à garder la liste secrète pendant toute la saison et tu viens de cramer sur le seul tournoi de l'année où il faut pas, quoi. Yes. On arrive du coup au tournoi en équipe. C'est un tournoi de 6 games, à 2 games par jour. De mémoire, tu as Mm. 3h30 à la clock, donc c'est un poil plus long. 1h45 par Ouais. joueur, ce qui vous permet d'avoir un peu plus le temps de faire les choses correctement, en théorie. Euh, Quand vous abordez le premier jour, vous êtes giga chaud. La premier pairing contre les Suisses, donc relativement content, j'imagine, puisque c'est pas une bottom équipe, ce qui fait chier parce que bah tu t'en prends rien, tu te chauffes pas. C'est pas non plus une équipe en théorie top tier. Donc j'imagine que ce premier match-up, il vous a plu et il vous a permis de vous mettre en jambes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier match-up contre les Suisses? Ouais, moi je pense que c'est un bon tirage. C'est comme tirer, je sais pas, l'Italie ou des pays un peu qui sont habitués au milieu de tableau. Tu vas pouvoir quand même bien chauffer tes joueurs qui n'ont pas joué solo, parce qu'ils vont pas non plus avoir une game où ça va dérouler les yeux fermés. Tu vas avoir quand même une certaine opposition, les listes sont bien, les gens sont préparés, l'équipe est sympa, donc ça fait un et c'est pas non plus et donc en fait quasiment pour moi les tirages parfaits en première ronde. C'est pas auto machin, donc tu vas pas non plus te mettre en surconfiance en mode ouais, on a lancé l'autobus et après tu peux te prendre un ascenseur émotionnel en deuxième partie. Et en même temps, t'es pas non plus les mains dans les poches, enfin t'es pas non plus dans la gueule du lion immédiatement, en mode peut-être mon gars qui est pas trop chaud, qui vient de débarquer de l'avion, il se prend game versus Danemark, ronde 1, c'est chaud quoi. Donc en fait, c'est pour moi c'est le parfait tirage. C'est un pays où il fallait se méfier, fallait être concentré, fallait tout de suite montrer de quoi on était capable. Ça s'est bien passé sur table, et il y a eu des tables qui ont été toujours plus, on va dire, challengées, mais c'était très cool et c'était une très belle ronde contre la Suisse pour commencer. Yep. En tout cas, toujours très content. Je sais qu'il y a des Suisses qui suivent le live de temps en temps, donc ils seront très contents d'entendre ce que tu viens de dire. Deuxième ronde, et là, les ennuis commencent, les embrouilles commencent. Le Canada, et là, grosse peur, grosse frayeur. Est-ce que. Alors, toi, il me semble que tu as dû finir un peu tard ta game, vu qu'en général, toi, tes games, elles finissaient un peu tard. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur cette ronde? Je ne sais pas si. Est-ce que le soir, vous avez débriefé ou est-ce que vous avez dit on se concentre sur le futur, on a gagné, c'est tout ce qui compte, on se concentre sur le futur? Vous avez débriefé ou pas du tout? Déjà, il y avait
on a débriefé, mais il y avait déjà le brief. C'est que les Suisses, par exemple, ils avaient un gros méta. Et les scénarios tirés leur allaient bien, tu vois. Donc, enfin, je pense, hein, dans notre analyse. Donc, en fait, le soir avant la Suisse, tu vois, on était là. Putain, ouais, c'est pas le meilleur pays qu'on a tiré, mais ça va être chaud parce que franchement, les pairings, ça va être chaud, les tables, ça peut être très dur, machin, etc. Tu vois, donc on était quand même. Et quand on arrive contre les Canadiens, tu vois un peu leur liste un peu bizarre. Tu sais que c'est pas non plus la meilleure nation que tu as dans le ranking qu'ils avaient auparavant, tu vois. Donc tu dis pour une game de l'après-midi, franchement, on s'en sort plutôt pas mal, tu vois. Liste un peu chelou que évidemment en tant qu'Européen, tu places un peu en dessous de ton méta. Donc tu te dis, on va moins pédaler vis-à-vis des listes. Peut-être les mecs sont un peu meilleurs, plus chauds que les Suisses, mais ça va compenser, donc ça devrait aller. Et puis on avait fait un gros résultat contre les Suisses, donc tu te dis, bah, les listes sont moins fortes, les mecs sont peut-être un peu meilleurs. Bah, au pire, tu vas pédaler un peu plus, mais tu vois, ton 90, 95, tu dois aller pouvoir le chercher. Et en plus, la France, en termes de ranking au Worlds par rapport au Canada, genre, il n'y a pas photo, tu vois. Donc c'est vrai qu'on arrive pas confiant, mais un peu méfiant comme pour la Suisse, mais en disant, ouais, mais la machine, elle est lancée, on est chaud, donc ça devrait aller, tu vois. Et, euh, et en fait, après la rencontre des Canadiens, tu sais, on s'est dit, oh, mais c'est passé à deux doigts du zboob, tu sais, fort, quoi. En gros, les mecs étaient méga prêts, méga chauds. Les listes chelous, bah, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire du truc chelou. Je pense, ça dévisse un peu sur deux, trois trucs, tu vois. Des tables où ça aurait pu être plus serré. Moi, je m'enfonce un peu. Il me fait un tour de des enfers, genre, il me met la tête sous l'eau, je suis en train d'agoniser après genre 40 minutes de game, alors que jamais ça doit se passer. Bah, en fait, peut-être tout ça, ça met une espèce de tension. Donc je pense que tout le monde sentait que c'était un peu tendu. Et puis t'as toujours cette tension-là, et puis elle tient, elle tient, elle tient. Et donc en fait, après, le soir, on s'est un peu dit, bon, les gars, on est passé à deux doigts de tu sais, que ça se passe mal. Maintenant, c'est aussi dans ces moments-là que la team, elle peut prouver sa solidité. Et c'est pas mal parce que ça te met plutôt dans un bon état d'esprit. Si t'arrives, tu roules sur tout le monde, bah tu peux prendre un peu trop en confiance. Tu vois? Là, t'es là, ok les gars, c'est des mecs qui sont peut-être pas les superstars du tournoi, ils nous ont un peu rappelé à l'ordre. Ça a failli dramer parce que peut-être on a pris un peu trop de risques, peut-être machin, etc. Mais tu montres aussi, tu sais, l'équipe, elle se montre elle-même en mettant, ok les gars, même quand ça part un peu en couille, on est là, ça a quand même win. Une win, c'est une win. Avec le nouveau système, c'est tout ce qu'il faut retenir. Tu vois, 81, t'es bien. Faut passer à autre chose. On a perdu un peu des points au goal average, mais fallait mieux ça plutôt que se faire fester par le Canada 78 en round 2, quoi. Donc, en fait, petit rappel à l'ordre, mais quand même gros taf sur le lendemain parce qu'on savait qu'à partir du moment où t'es à 2 wins, au jour 1 des Worlds, en système de win, t'es en enfer. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais que ton chemin jusqu'au bout, c'est un chemin de croix et que tu n'en ressortiras que si tu gagnes le tournoi ou pas. Tu vois. Donc en fait, à partir de là, tu sais que de toute façon, tous tes matchs, c'est terminé, c'est horrible jusqu'au bout. Voilà. Donc en fait, tu passes vite à après parce qu'en fait, tu te dis, ok, j'ai un peu galéré, j'ai failli trébucher et tout. Par contre, je sais que devant, c'est pire que tout, c'est le Mont Blanc qui m'attend ou l'Everest. Tu vois, donc en fait, avec des paliers qui vont être de plus en plus chauds, de moins en moins d'oxygène. Donc c'est vachement intéressant aussi. Voilà. Yes. Donc focaliser le soir sur le futur et vous avez tiré le Danemark, équipe 3 fois championne du monde en ronde 3. C'est un peu tôt, mais on sait que ça peut arriver. C'est la ronde 3 où ça commence les gros. C'est quoi le mood de l'équipe le soir quand vous savez que vous avez tiré le Danemark? Plutôt un bon mood. Il y avait un mood revanchard pour certains. Je sais pas, je pense que les expérimentés de l'équipe de France, moi-même, machin, avaient envie de revanche et de battre les Danois sur leur terre, hein, parce que c'est eux les champions actuels. Il y avait, je pense, les nouveaux qui avaient très envie d'en découdre avec, a priori, les meilleurs joueurs du monde. Et puis, tu sais que de toute façon, dans le Mont Everest, il y a un des paliers, normalement, ça doit être les Danois. Donc, en fait, tu sais que si tu passes maintenant, tu passes dimanche, tu passes à un moment, mais à un moment, tu vas, tu vois. Donc, en fait, on y va de manière assez simple, hein. En fait, les gars, de toute façon, quand t'as pris l'avion pour aller là-bas, bah, t'étais parti pour aller jouer contre le Danemark, tu vois. Ou alors, ça veut dire que t'as raté ton tournoi. Donc, tu rates pas ton tournoi, t'as pris l'avion pour aller jouer contre le Danemark, mais en fait, ils sont là, tu vois, ils sont là, ils t'attendent. Avec leur petit t-shirt rouge et blanc, tu vois, et puis en fait, maintenant, faut les péter, tu vois. Donc, on va dire, donc en fait, c'est pas genre, c'est ni de la crainte, ni du machin,
bah, tu es là pour faire ton job. Genre, tu t'entraînes toute l'année pour que les mecs en rouge et blanc, et bah, ils paument, tu vois? Donc, moi, je pense que c'est assez, beaucoup de travail, beaucoup il y a eu aussi un peu le côté où c'est le Danemark, donc tu sais, tout le monde baisse un peu ses estimés en mode, «Ouais, bon, ils jouent quand même mieux que les autres, donc on va quand même faire un peu attention». Donc, il y a aussi le retravail au niveau du capitanat, de l'équipe encadrante, et cetera, de dire, «Non, les estimés, il faut qu'ils soient rechangés, il faut les maintenir à un niveau normal, faut pas juger les Danois comme, des joueurs supérieurs aux autres» et cetera. Et donc tout ça entraîne beaucoup de travail et surtout on travaille aussi la Pologne parce qu'on savait que si on battait le Danemark, on allait jouer, Pologne ou England, derrière. Donc on a beaucoup travaillé la Pologne aussi en deuxième partie de soirée. Ça s'est terminé vers minuit, minuit et demi, heu et on était prêts, quoi. Voilà. Yes. Et vous avez été prêts, vous avez gagné la ronde. Moi, il y a un truc qui m'a énormément surpris dans cette ronde, mais aussi dans pas mal d'autres rondes, c'est qu'on a beaucoup de scores extrêmes, hein. On a 2-20-0 et 2-18-2 sur une ronde. J'ai peut-être à tort, j'ai tendance à penser que on n'est pas censé prendre un 18-2 ou un 20-0 en V4. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai juste tort? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de jeu de votre côté, côté en face? Parce qu'il y a eu dans les deux sens. Pas que sur ce match-là d'ailleurs, hein. Il y a eu énormément de scores extrêmes, ce à quoi on s'attendait pas vraiment. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de commises? Et effectivement, il y a des armées qui punissent très très fort les erreurs. Donc on a peut-être que les joueurs étaient imparfaits à table, ce qui arrive, ou est-ce que juste la méta est très létale et en fait il y a beaucoup plus de scores extrêmes que ce que je veux bien croire? Non, parce qu'en fait, enfin, il y a une partie des scores extrêmes qui vient des difficultés du méta choisi par la France et c'est pareil pour nos adversaires. Par exemple, il y a beaucoup de nations qui ont fait l'erreur de ramener Nurgle cette année. Nurgle était, à analyse, après, un mauvais choix. Et donc en fait, les Nurgle, à part, Warren qui fait un dimanche, exceptionnel, les Nurgle globalement quand on les a croisés ou quand ils nous ont croisés notre Nurgle, se sont fait plier en 12, tu vois? Donc en fait, le gros score par exemple se ressort du fait que, bah, le Nurgle ne fonctionnait pas. Contre des listes, trop violentes, trop machin et cetera, ça tient pas, il y a pas assez de jeu pour tenir, ça s'effondre assez rapidement quand ça dévisse et cetera. Ensuite, il y avait le problème de la gestion de de gérer notre Slaanesh dans le pairing. Il nécessitait beaucoup de ressources, je pense, de pairing, trop par rapport à ce qu'on avait déjà et donc finalement, Palache s'est retrouvé à devoir piloter, des match-up contre des Stormcast qui étaient explosifs, mais explosifs toujours à l'avantage quasiment des joueurs, Stormcast. Donc malheureusement, même si je pense que sur, 10 games, il doit peut-être en gagner, 2-3 très fort si lui les gagne. Malheureusement, on n'a jamais eu ces 2-3 games là de notre côté, donc en fait les tôles, on se les est prises dans notre gestion. C'était aussi des paris. Si les paris avaient payé, on aurait fini, on aurait mis, je sais pas moi, 102 au Danemark et en fait, tu sais, on serait dit, bah, bête de choix le Slanesh, tu vois, de la France. En fait, il a mis, 18-2 au Stormcast danois, bisous, tu vois? Bon, bah, en fait, il s'est passé les 8 autres cas qui arrivent sur 10. C'est-à-dire que Slanesh, il s'est fait pliasse et terminado, quoi. Donc, il faut, je pense, prendre ça avec une certaine, réflexion, se dire que les choix de méta et les difficultés que posaient les méta dans les gros choix méta d'en face, bah, nous ont mis en difficulté. On a aussi réussi à en gérer d'autres, hein. Tu vois, par exemple, il y a eu des bonnes surprises, sur notre capacité à des fois, gérer, certaines armées, sur lesquelles la soirée on avait beaucoup de problèmes, dans les estimations de pairing et tout et finalement à la table ça s'est révélé, tenir, plus que ce qu'on attendait. Donc, je pense que ces gros scores ils viennent majoritairement là plutôt que de faits de jeu à la table, où il y a eu des erreurs, particulières. Je pense que c'est, bah, voilà, vous avez pris Nurgle, ça prend une tôle, vous aussi vous avez pris Nurgle, bah, vous prenez aussi une tôle. En fait, tu sais, d'un seul coup, tu te retrouves avec, 2-18-2 sur chacun des ronds et en fait, voilà et puis après tu as, des listes qui pardonnent pas donc prendre le choix de prendre 20 Chosen, bah, en fait, on se rend compte que, il y avait, 3 joueurs sur 4 qui savaient pas comment, placer des manifestations contre 20 Chosen et donc en fait que la Scalade, il l'a dit très humblement lui-même, hein, il a dit, «J'ai majoritairement gagné parce que les mecs faisaient des conneries».
pas parce que j'étais un génie du gaming, et parce qu'en fait les mecs lui offraient des parties sur un plateau au T1, au T2. Donc et par contre, bien joué à lui d'avoir su exploiter ces trucs-là et de pas avoir raté des coches. Mais ça, c'est peut-être un truc qu'on peut négliger, c'est comment des pays aussi préparés ne sont pas venus préparés avec des joueurs capables de contrer en termes d'adressage et de placement à la table 2 fois 10 chosen. Ça, c'est pour le coup, pour moi, c'est une vraie question sur les boards, tu vois? Hmm. C'est que Askeladd a été un excellent pilote, mais je pense qu'il a affronté, je pense peut-être un ou 2 adversaires qui lui ont posé un peu des problèmes, notamment le polonais Stormcast, je crois qu'il a été assez retors, même s'il a fini par tomber, mais d'autres qui ont fait des erreurs, mais scandaleuses, tu vois, enfin, qui vraiment sont impardonnables à ce niveau-là. Et donc, oui, il y a eu sûrement des erreurs de jeu à certains endroits, et je pense des erreurs de méthode dans d'autres qui finissent de clouer le cercueil des très gros scores, quoi. Yes. Euh, en somme, si je résume, moi je le vois comme c'est les premiers Worlds de la version. Ouais, aussi, et puis des choses qui ont été, je pense qu'on a suivi un peu trop le méta à la mode, et que tout le monde s'est dit, oh le Battle Royale, il buff Nurgle, Nurgle c'est trop bien, vite mettons des Black et des machins autour, c'est super, tu vois. Mais en Hmm. fait c'est une mode, tout le monde s'est dit ça, sur les réseaux ça parlait que de ça, c'était tu sais, un peu le buzz quoi, tu sais, ça faisait l'actu quoi, en top news il y avait Nurgle s'est pété, Nurgle s'est pété. En fait personne n'a prouvé que Nurgle s'était pété, ça a toujours gagné, pas de tournoi, ça continue de pédaler dans la smoule, et en fait quand tu arrives au niveau compétitif, on est là, attendez les gars, qui a dit que c'était pété déjà? Parce que je crois qu'on s'est un peu gouré, tu vois. Et du coup, tout le monde cherche un peu à droite à gauche, tout le monde dit ah, moi aussi je pensais que c'était pété. Et en fait, personne n'a la réponse de qui a décidé que c'était ça, tu vois. Et du coup, c'est marrant, on subit les mêmes trucs, un peu les fake news, tu vois. Ouais. Genre, t'as un truc qui arrive, ça fait le top des charts, il y a des vidéos YouTube, il y a des machins, il y a des rapports de bataille. Ah, je crois que ça a coupé, ça va revenir. On va récupérer Titi. Il était en plein milieu de sa diatribe. Quelle tristesse. Alors attendez. Nurgle a coupé la fibre. Internet. Ah, le suspense est insoutenable. Hein. Je sais plus quoi faire, quoi dire. Hein. Il est pas à Toulouse, là, il est à Paris. Bon, on va essayer de régler ça. Non, mais moi, je lance des méta et après, regardez, les gens m'écoutent et ils perdent au Worlds. Donc, faut juste pas m'écouter, en fait. Hein. Complimenter Nurgle, ça va le faire revenir. Ah, sont-elles à planter? Bon, il arrive. Bougez pas. La pause aurait pu être mieux. Elle aurait pu être pire. Hein. En vrai, ça va. Hein. Alors, attendez, on va se remettre comme ça pour l'instant. Titi revient. Petit plantage, bien sûr. Hop. Tac. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Désolé, j'ai eu un plantage de mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Hop. tu me Ouais, vois? nickel. Voilà, Là. parfait. En plus, ça t'a coupé en plein milieu de ta diatribe. Enfer et damnation. Mais tu es de retour. Donc oui, tu parlais de Nurgle et du fait que tout le monde s'est enjaillé. Il y a eu un genre de pensée collective sur Nurgle. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans les listes Nurgle, c'est de voir uniquement des stats et aucun jeu. Parce que pour moi, on peut ramener Nurgle au Worlds. Mais pas un Nurgle avec aucun jeu sur table. Parce que si t'as aucun jeu sur table, si t'as mal fait tes stats, t'as juste perdu toutes tes games. Si t'as du jeu sur table et que t'as mal fait tes stats, t'as du jeu sur table quand même. Hmm.
Ouais, mais finalement, en fait, pour que l'armée soit suffisamment intéressante, je pense, dans les pairings de ce que les gens recherchaient, fallait mettre cette dose de stats qui ensuite je pense, te condamnait un peu après à ne pas avoir assez. Même ceux qui ont testé des listes où il y avait un peu plus de jeux, un peu plus de trucs, bah, en fait, le jeu, ça réside dans des grosses pièces ou dans des trucs qui débordent un peu. Et je pense que les listes n'étaient pas construites dans ce sens-là. Et en fait, que même le peu de stats que tu mettais, en fait, ne statait rien. Parce qu'en fait, les 3 quarts des attaquants du jeu qui allaient cibler Nurgle le traversaient, quoi. Donc, en fait, tout le monde s'est rendu compte de ça un peu à la compétition. Donc, intéressant de voir l'effet de mode qui a perturbé, je pense, une grande partie des résultats des Worlds dans les équipes, qui se sont retrouvés avec des défenseurs qui, vraiment hors moment vraiment un peu de grâce où le joueur se sortait des trucs un peu stylés ou s'en sortait bien, comme bah, Warren dimanche qui nous aide quand même grandement. Bah, en fait, après, c'était les pauvres, ils pouvaient pas faire grand-chose, quoi. Voilà. En fait, moi, mon avis, c'est que Nurgle, à l'heure actuelle, au contrario de ce qu'on pourrait croire, c'est pas un bon défenseur sur objectif rapproché. Parce qu'il y a trop de violence sur objectif rapproché. Par contre, tu peux faire des trucs sur Ouais. d'autres maps, mais partir du principe que Nurgle, c'est ton défenseur sur rapproché, il faut qu'en face, ça fasse une erreur de pairing, quoi. Mm. Yes, c'est vrai. Yes, donc vous mettez 85-75 au Danemark. Bravo à vous. Immense bravo à vous. On a sué, hein, parce que les résultats, tu as les 20-0 et les 0-20 qui arrivent d'abord. Ouais, c'était dur, c'était dur à suivre. Et je crois que ça se finit à chaque fois. Le dernier match est crucial. Hein. C'est pas comme si le dernier match, on jouait pour 2 points. À chaque fois, c'est chaud du cul. Ouais. Immense bravo à vous pour avoir battu le Danemark. On n'avait pas réussi à le faire l'an dernier. Cette année, le Danemark s'est incliné. Et on notera que le joueur Nighthaunt a été positionné sur Star Strike, ce qui est criminel à mes yeux. J'en avais parlé la veille quand j'avais fait quand on a fait ensemble, on a fait avec le chat les pairings Danemark-France. Et on avait conclu sur le fait que c'était criminel de mettre le Nighthaunt sur Star Strike. Il était mis sur Star Strike et il a fait 12-8. Alors qu'avec une liste comme ça, s'il est placé ailleurs, il peut probablement faire beaucoup mieux. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a eu une grosse erreur de pairing là-dessus? C'est quoi, toi, ton avis, toi qui as joué contre cette liste? Est-ce que tu penses que la mettre sur Star Strike, c'est criminel ou est-ce que tu penses que ça se fait? Non, non, je pense que c'était un bon choix du Danemark. Je pense que vraiment tout réside dans le fait que ce monsieur nous a livré l'intérêt de sa liste et du coup nous a donné le bagage suffisant pour réfléchir le soir. Et en fait, il y a eu un grand axe de réflexion qui, je pense, a duré 20-25 minutes entre du coup JB, Méo et moi. Donc les deux joueurs qui avaient affronté la liste, Star Strike et Neo, on savait que ça allait un peu finir comme ça. Et où en fait, on s'est dit, bah non, en fait, le bon plan, c'est ça. C'est en fait de le charger T1, machin, parce qu'en fait, on avait vu comment fonctionnait sa liste, comment est-ce qu'il la pilotait, les forces, les faiblesses, les machins, les trucs, comment était construit son château, c'est quoi la difficulté, le problème qu'il avait à la cloque, au truc, au machin. Et du coup, en fait, bah, tu mets 3 cerveaux un peu expérimentés ensemble, avec une liste qui a quand même des mécanismes qui sont faciles à analyser et tout, et tu trouves le plan de jeu. Et en fait, en trouvant le plan de jeu, bah, il se retrouve à faire 8 alors qu'il a déboîté quasiment tout le monde qu'il a croisé et ce truc-là. Et en toute franchise, hein, soyons honnêtes, il n'aurait pas joué au solo. Je pense qu'il aurait croisé Neo sur Star Strike. Neo aurait pris 15, 16, tu vois. Ok, Voilà. intéressant. Parce que le plan de jeu, il est particulier. Il est très particulier, tu vois, sur ce truc-là. Ok, très intéressant. On arrive sur le match des USA. USA, une team qui a été longtemps considérée un peu comme les Canadiens en dessous des équipes européennes, ou en tout cas pas au niveau des top équipes européennes. On arrive sur ce match-up. Est-ce que au début, vous arrivez assez confiant sur le match-up? Le midi, quand vous voyez que les USA, c'est quoi le mood de l'équipe? Est-ce que vous avez confiant? Confiant, je pense pas. Je pense qu'on arrive comme les autres rondes, mais qu'on se dit, attention, les USA, il y avait une grosse liste, hein. Il y avait, il y avait des grosses listes. Euh, on savait que les pilotes étaient de différents niveaux. Il n'y a pas que des tueurs dans les joueurs US, il y a un peu de tout. Quelques listes un peu moustaches, quelques trucs un peu bizarres. Mais ouais, faire attention. Parce que des listes qui pardonnent pas, tu vois. En fait, ils avaient de quoi mettre des énormes tolas, et leur résultat le prouve, hein, c'est que quand ils avaient les Open, ils les rataient pas.
parce qu'en fait, ils avaient suffisamment pour mettre des il y avait plus un méta pour mettre des 120 que nous, par exemple, tu vois? Donc on se dit: «Ouais, faut faire gaffe» parce que et en plus, on les connaît, hein, les Jean-Michel tout droit, de Atlanta. On s'est dit: «S'ils ont la moindre occasion de pas réfléchir, ils réfléchiront pas. Ils vont pas nous respecter», tu vois? Donc en fait, et ils ont bien raison de de pas respecter les gens parfois. Ça met en grande difficulté les joueurs européens et donc bah, hyper intéressant. Donc très gros, pas craintif, pas machin, mais attentif et prêt, je pense, comme les autres, tu vois? Yes. Donc le match-up s'est terminé par un draw qui, à la fin du compte, vous fait perdre les championnats du monde. Euh, Est-ce que tu penses, j'imagine que tu as dû réfléchir, pas forcément le soir même, ni même le lendemain, mais c'est quelque chose en général, quand il y a eu un petit échec, c'est quelque chose qu'on ressasse un petit peu. Est-ce que tu as repassé un peu en revue dans ta tête ou avec l'équipe un peu les matchs? Est-ce que tu penses avoir fait des erreurs? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des erreurs faites, soit au pairing, dans les matchs? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ronde? Non, parce qu'il y a pas eu du tout ce genre de discussion. Parce qu'en fait, cette discussion, tu peux l'avoir à toutes les rondes. Mhm. Tu vois? Donc effectivement, en fait, tu te poses la question parce qu'il y a 80-80, mais la vérité, c'est qu'en fait, on devrait se poser cette question-là quasiment à toutes les rondes. Mhm. Tu vois? Enfin, tu peux toujours, quand tu fais 112, tu aurais pu faire 113, quand tu fais 82, tu aurais pu faire 83, etc. Donc en fait, quand tu fais 80-80, bah, c'est comme ça. Tu vois? Ouais. En fait, c'est le destin qui apporte ça sur un plateau. Les dieux de Warhammer ont décidé qu'on ferait 80-80. On peut déjà s'estimer d'avoir fait 80-80 et pas 79-81. Donc ça nous laisse dans la course pour gagner les Worlds. C'est comme ça. Tu vois? En fait, on aurait pu, en fait, il faut laisser là où ça où c'est, il faut laisser les décisions macro et micro qu'on a prises durant les parties là où elles sont. Oui, on peut faire mieux et oui, toutes les games, même celles où tu peux faire 20-0 où tu as fait 20-0 peuvent être mieux jouées, tu vois? Tu Ouais. peux toujours faire, un truc un poil mieux, avoir un déplacement plus millimétré, ça oui, peut-être que sur 5 tours, ça te donne une tranche de plus. Mais bon, dans ces cas-là, on joue, tu vois, sur des simulateurs ou des trucs comme ça. Il faut laisser le hasard et les décisions là où elles sont et surtout ne pas avoir de regrets. Pas te dire: «Oui, mais c'est à cause de ma game», tu vois? Genre, bah, je sais pas moi, je gagne, 15-5 contre, Tom Gwan. Tu sais, je me dis: «Tu sais, je vais pas commencer à me tergiverser en mode: "Mais attends Thibaut, tu aurais peut-être pu faire 16-4 contre Tom Gwan Noir, que c'est 300 rats", tu vois? Et je suis là: «Bah non, c'est bien 15-5 en fait», tu vois? Et donc tu sais, bah oui, je pouvais mieux jouer. Oui, j'aurais peut-être pu le cloquer un tour plus tôt. Oui, j'aurais pu machin. Bah oui, mais comme, Scar de l'équipe suisse, j'aurais peut-être pu gagner une tranche de plus ou peut-être, machin. Mais est-ce que additionner tout ça, ça aurait pu nous permettre de passer devant les États-Unis aussi, plutôt que de les battre eux? Bah oui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on enfin, tu vois? Donc, non, non, on refait pas le match. Il y a eu aucune discussion sur ça, et les discussions, elles ont très vite été balayées quand un joueur disait un truc. Tous les autres joueurs ont balayé en disant: ben moi aussi, j'aurais pu prendre une tranche de plus». Tu vois? Pourquoi toi et pourquoi particulièrement toi, si tu avais fait ce move et pourquoi pas moi? Tu vois? Voilà. Yep. Du coup, tu fais 15-5 contre Tom Guan. Ça s'est fini à la cloque. Et on a quelques-unes de tes games qui se sont finies à la cloque. Donc des games contre des joueurs qui jouaient populeux comme Tom Guan. Mais il me semble que tu as eu aussi même des games contre des joueurs qui ne jouaient pas spécialement quelque chose de populeux qui ont fini à la cloque. Alors qu'il y a 1h45 de disponible par joueur. Euh, Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Est-ce que ce sont les spécificités de ta liste qui n'ont pas été anticipées par les joueurs et qui doivent du coup réfléchir tout le temps et qui ne prennent pas leurs décisions assez vite? Comment ça se fait qu'il y a autant de games qui arrivent à la cloque alors que à ce niveau-là, on pourrait se dire les joueurs arrivent à jouer à leurs 5 tours? En gros, il faut te dire que tu as 1h40 alors qu'on est à 1h30 en format, classique, on va dire, de compétition mondiale, mais tu es dans un autre contexte. C'est-à-dire que chacune de tes décisions importe ton pays pour la plus grosse compète de l'année. Donc déjà, on va dire que pour moi, les 10 minutes que tu as en rab, elles disparaissent juste avec ce facteur-là. Voire, elles mangent sur du temps de tes 1h30 que tu as classiquement. Ok. Ensuite, tu as le fait que les joueurs prennent beaucoup plus leurs 3 minutes dans cette compétition-là que dans les 3 minutes que dans les autres compétitions de l'année. Donc tu as globalement quasiment 3 minutes qui s'enlèvent. Donc en fait, finalement, il te reste 7 minutes. 7 minutes, tu enlèves la pression, les enjeux, les machins, bah, finalement, tu es quasiment à. Bah, en fait, tes games, elles jouent pas en 1h30.
elle joue plutôt quasiment pour moi 1h15, 1h20, tu vois? Par rapport au timing classique. Et puis tu as le côté que, bah, la pression elle monte, parfois ton capitaine il passe, il te dit, «Faut sauver, n'importe quel point dans machin», donc bah, l'adversaire il l'entend, donc en fait tout le monde se met dans un mood un peu différent et puis tu as un niveau de jeu qui est accentué, donc les décisions elles sont aussi moins faciles et rapides à prendre, tu vois? Moi quand les mecs ils bougent, pixels, comme des oufs et tout machin, bah, forcément mes décisions je les prends moins vite parce que, en fait, le mec me propose moins de choix et dans les 2 fois, il y a un risque. Donc en fait, bah, tu dois calculer, tu dois te poser, tu dois des fois prendre, moi je prends beaucoup de réflexion avant de prendre des décisions macro avec la liste City of Sigmar parce que c'est extrêmement impactant et je peux pas revenir en arrière. J'ai pas de capacité, à revenir en arrière quand je fais quelque chose. Quand je déclenche et c'est fini. Donc par exemple, moi je prenais beaucoup de temps de réflexion et cetera parce que les choix que m'offraient les adversaires étaient extrêmement, difficiles. Beaucoup plus que dans un contexte de compétition. Surtout quand tu es dans le money time un peu comme ça. Tu vois, quand on s'affronte avec un Carlos, quand on s'affronte avec le joueur, avec Tom Guan, avec, machin, bah ouais, c'est chaud. Et après, ma liste, je pense qu'il y avait l'effet de surprise qui pesait beaucoup plus de pression que ce que ma liste était capable de faire à la table, tu vois? Par exemple, pour donner une anecdote assez drôle, enfin drôle, moi ça me faisait rire, mais en gros, le frère, Carlos en Sérafon, il était turbo paniqué de que j'essaie de, combiner mes tirs pour essayer de faire tomber Croak et que, si j'infiltrais Nib avec une grosse charge, je pouvais tirer, puis charger avec Nib dans Croak, machin, tu vois? Donc, il avait le côté anxiogène de mon armée que je l'avais construite pour ça, mais lui, il l'appliquait alors que dans la partie, j'ai pas fait un seul tir, une seule charge dans Croac de toute la game. Et je n'ai même pas jamais avancé pour essayer d'aller le menacer. J'ai tout, il a avancé, je reculais le crapaud. Donc ma liste, elle avait un potentiel de faire peur aux gens qui était assez rigolo, qui je pense était disproportionné par rapport à la réalité de ce qu'il est capable de faire. Mais sa construction, je pense, amenait cet axe de réflexion et le fait qu'il y avait un potentiel de menace qui était à ne pas sous-estimer quand tu as un joueur d'un certain niveau, et donc les mecs prenaient vachement en attention. Et puis quand tu as des listes un peu cheloues, ça prend toujours un peu plus de temps de réflexion parce que tu te dis est-ce que j'ai raté un truc? C'est vrai qu'il a 14 000 règles OSP, donc en fait c'est chiant, donc faut pas que j'oublie un machin parce que c'est relou. Tu vois? Et puis, tant pis les règles et je pense que les joueurs COS ont souvent eu des trucs ça. On en a parlé avec Jérémy Lefebvre, le joueur, américain, qui joue en ligne c'est aussi un peu out of the box avec, des trucs qui lui sont propres. Bah, c'est pareil, les mecs, avaient beaucoup de mal à la clope, tu vois? Sur ce truc-là. Parce que c'est des armées un peu techniques et donc c'est exigeant pour le joueur City of Sigmar, mais c'est également très exigeant pour les gens, qui sont en face. Voilà. Yes. Bah, en tout cas, la réponse est plutôt claire. Moi, je t'avoue que j'ai face 2 fois Tom Guan. 2 fois, il m'a fait des tout droits. La game, je pense qu'il a joué 20 minutes à chaque fois. Donc, j'étais vraiment très surpris qu'il tienne pas sa cloque. Je me suis dit, il va encore faire du tout droit avec ses Skaven. Mais bon, Skaven, c'est un poil plus tech. Faut qu'il attende d'avoir ses prières pour y aller. Il peut pas aller n'importe où sur la map. Bon, Ouais et puis c'est pas le joueur le plus propre du circuit. Encore moins quand il joue 300 rats sur la table. Donc c'est pas, attends, je précise, c'est pas quelqu'un qui est mal intentionné. C'est-à-dire que quand il ah, joue, c'est juste s'en bat les couilles, en c'est fait, c'est tout. quelqu'un qui joue extrêmement vite et qui du coup ne joue pas propre par ça. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, quand vous êtes comme ça, faut abuser de la propreté du jeu pour tourner la cloque à votre avantage aussi. Et malheureusement, le pauvre Tom, on se connaît extrêmement bien. Moi, je suis plutôt bon à ça. Et donc, bah, c'est genre, il arrive, il bouge un peu ses rats rapidement, ça je le laisse faire parce qu'en soi il peut, tu vois, le mec il claque une charge à 11, il bouge ses rats rapidement, on s'en bat les couilles, il fait jamais plus que 11, moi ça me dérange pas. Et puis après, il dit bah voilà, et puis procédé, il va vachement vite, donc il est très rapide pour jouer ces trucs-là. Il te dit bah là, je fais mes 80 attaques, machin, etc. Et puis tu vois, il jette. Et puis là, du coup, tu sais, tu prends ton truc de 3 pas, et puis tu vois, tu sais, tu regardes, tu dis, mais Tom, t'as 2 rats qui sont pas à portée de me taper là, tu vois? Et là, et en fait, bah là, tu lui dis, il dit, bah attends, j'enlève des touches. Tu dis, bah non, la règle, c'est quand t'as pas acheté le bon 2D, tu reprends tout, tu recommences. Tu vois? Donc en fait, bah là, il reprend tout, il recommence. Donc en fait, bah tu grattes le truc. Et puis après, il y a le machin du, enfin, c'est tout le temps ces trucs-là. Enfin, c'est en fait, tu grattes sur tous ces machins-là pour l'amener à être extrêmement propre avec une liste où c'est extrêmement dur de l'être si tu veux bien jouer, parce que lui, Tom, c'est quand même un bon joueur, donc il veut faire les bons choix et les bons trucs, donc il prend beaucoup de temps de réflexion, et ensuite il veut développer son jeu extrêmement rapidement.
Sauf que tu peux pas faire les 3 trucs. Tu peux pas avoir le parfait plan, la rapidité de jeu et la propreté de jeu. Donc en fait, tu dois choisir. Bah, globalement, tu as des mecs qui essayent globalement de faire rapide et propre, mais des fois, ils peuvent se gourer dans la macro, qui est, je pense, le bon choix avec cette liste parce que tu peux facilement te gourer, tu as beaucoup de backup. Donc moi, j'aurais plutôt fait ce choix-là. Tom, il fait l'autre choix, c'est-à-dire, je suis rapide, bon dans la macro, mais je suis pas très propre dans ma manière de bouger mes figurines et tout. Et donc, bah, quand il est pas sur des joueurs extrêmement, je sais pas comment dire, Tatillon. précis ou peut-être expérimentés, Ouais. bah, globalement, il met des tôles en 30 minutes. Et moi, je l'ai vu se balader, hein, tu connais le classique. Il est là, ça fait, toi, t'as fini ton déploiement, il est déjà en train de faire un tour parce qu'il a tablé des types, en fait, tu vois. Ouais. Donc, et toi, t'es là, bah ouais, il est là, il passe à côté avec son petit pull, tu vois, machin, etc. T'es là, mais attends, c'est pas possible, il a déjà fini avec ses 300A. Mais oui, il a tablé des types, en fait, tu vois, hop, machin, crit mortal, double active, allez, hop, on va aller 30 minutes, au revoir, tu vois. Toi, t'es là, t'es en train de bouger ta première unité de la partie. Bon. Et donc, bah ouais, tu l'amènes un peu dans le hardcore gaming propre. Et je pense que c'est une liste qui n'arrive pas à tenir quand t'as un joueur qui est exigeant derrière aux manettes. Il faut laisser un peu de l'aide, dire, allez, je dois aller à droite ou à gauche avec mes rats, allez, bas les couilles, gauche, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut jouer un peu plus en freestyle, et je pense que comme c'est un joueur qui vient plutôt de War Machine, de la précision et tout, lui, il faut qu'il prenne le bon plan. Donc en fait, il a le bon plan, il n'a pas la propreté. Bah, la propreté, tu vas la chercher avec, en fait, bah non, mec, en fait, ça, c'est pas bon, ça va pas, là, t'as pas le droit de faire ça, donc machin, donc il est là, bah en fait, ça tient pas à la cloque si tu fais ça. Voilà. Donc c'est en fait, il a choisi le mauvais biais de prendre sa liste, je pense, contre moi. Ou en plus, il faut quand même être technique parce que bah Vizik, il regarde la liste, il dit oula, c'est chaud, tu vois. Donc, voilà. Je pense que tout ça, ça fait un panel de critères qui l'ont amené au bout de sa cloque au T4. Et voilà. Ok. Le lendemain, vous affrontez l'Angleterre, autre gros client. Et vous mettez quand même une belle tôle, hein, puisque vous mettez 92 à 68. Est-ce que vous avez été un peu surpris par le niveau de l'Angleterre ou est-ce que juste vous avez bien joué, il y a eu des bons pairings et puis tout s'est déroulé selon les plans? Moi, de mon analyse vraiment extérieure, moi déjà, j'ai affronté un adversaire vraiment très, 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 très fort, Freddy Leggett, je crois, c'est ça son nom Ouais. de famille. Il est extrêmement fort, extrêmement précis, extrêmement propre. Alors que l'Angleterre a pas toujours la meilleure réputation du monde à la table en termes de propreté et tout. Le mien était vraiment genre irréprochable et très fort. Donc vraiment rien à dire. Par contre, moi, il y a des pairings que j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont été mais très mauvais dans leur pairing et très mauvais dans la manière d'appréhender les matchs par rapport à leur pairing, tu vois. C'est-à-dire Sob contre SBG sur multi-objectif, pourquoi pas en soi. Mais tu peux pas rater ta tactique T1. J'ai- Comment il a raté cette tactique T1? Je sais pas, c'est un teubé. Donc en fait, et donc le pairing plus ça, bah en fait c'est double casquette. Et le deuxième effet, tu regardes Phil Marshall, je crois que c'est ça son nom, hein, Big Phil, ouais, Ouais. Phil Marshall, sa liste, c'est pas compliqué. Je pense qu'il voulait croiser les 7 mecs, sauf le corne, tu Oui. vois, et qu'ils nous auraient tous mis globalement une tolasse. Personnellement, par exemple, je prends un exemple, hein, moi, c'était la pire liste de tout le tournoi Ah oui, pour non, mais m'affronter. la liste est exceptionnelle, hein. Tu veux juste Ouais, pas jouer dans Corne, hein, c'est tout. voilà, et donc, comment ce mec-là, qui en plus a choisi, je crois, son match quasiment dans les derniers, se retrouve à jouer contre la seule liste des 8 adverses, et en plus, il oublie de bellacoriser ce blaireau. Tu vois, donc en fait, tu dis, le pairing est mauvais, et en plus, le mec fait la stratoconnerie du tournoi. Tu dis, mais en fait, tu coupes les deux dans la ronde où il faut pas, Gadjo. Hein. Donc, typiquement, c'est deux games où ça s'effondre parce que les mecs font, pense, soit pression, soit désarçonné par le charisme des joueurs français, tu vois, comme Camille et JB. Je sais pas, mais ils ont fait des pairings que je trouve extrêmement discutables par rapport à la difficulté qu'on avait contre eux le soir quand on travaillait. Tu vois, on s'est dit, mais la STD, elle va nous rouler dessus. Hmm. Tu vois, et genre le mec va arriver, il va en prendre un, il va aller tout droit comme un teubé, et il va nous mettre 18. Tu vois. Et donc, bah, le mec arrive, il joue contre la pire liste, la seule D8 qui peut le tenir, et il prend Strato branlé T2, T2, T3, je crois, tu vois. Voilà. Donc après, moi, je fais pas le malin, j'ai été contre un mec méga fort et j'ai pris une tôle, tu vois. Mais, faut relativiser. Donc, je pense qu'ils ont fait un mauvais pairing, et en plus des décisions à table
extrêmement discutable. Donc est-ce que c'était un problème de pression, de joueurs qui étaient un peu nouveaux, de machin comme ça? Il y a sûrement un ensemble de ces facteurs-là, mais ils ont globalement fait de la merde. Voilà, si je dois avoir une analyse, à mon niveau où j'ai pas tous les indicateurs, tous les machins, j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression que de loin ils ont fait de la merde, tu vois? Yes, j'avoue que Slave d'Encorn, j'étais pas très fan de Sperring. Mais surtout, Euh, j'aimerais bien voir sa matrice contre le reste. À quel moment ça peut arriver? Enfin, je pense d'un point de vue Capitana, c'est inexcusable. En plus, il est au péril, ce mec-là. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il a plus ou moins donné son aval pour que ça arrive. je sais pas. C'est genre lunaire. C'est un peu bizarre. Parce que c'est censé être Mm. un bon joueur, donc c'est bizarre. Oui, en plus, qui est habitué des grands événements, il fait quand même Atlanta enfin, quasiment tous les ans. Il joue des finales, je pense qu'il doit gagner je sais pas combien de tournois en Angleterre par an. Enfin, à un moment, c'est quand même particulier, quoi. Yep. Je suis intéressé par le match-up OBR Slaves pour vous. J'avais théorisé ce match-up la veille et j'avais dit mettre Slaves dans OBR, c'est parier que l'OBR ne sait pas jouer le match-up. Est-ce que vous vous êtes dit c'est bon, ça passe large? C'était quoi Est-ce que tu as souvenir de comment il se sentait Benji sur OBR? Belgique, déjà, c'était un des matchs où il se sentait le mieux. Ok. Parce qu'il s'est dit, on est quand même en 1-1 un peu de menace. Sauf que bah, j'ai bien d'accord, j'ai du Strike Force quand même un peu meilleur que, on va dire, le sien en termes de stabilité et tout. Et le problème des listes au cirque un peu comme ça, c'est que, je sais pas comment te dire, pour moi, c'est un peu des listes de sécurité. C'est-à-dire que tu sens que le mec derrière, ça doit pas non plus être un tueur à gage en termes de pilotage. Parce Mhm. que sinon, tu donnerais pas une liste comme ça. Tu vois? C'est des listes de sécurité, je pense, pour les joueurs peut-être les moins forts du roster, où tu lui dis un truc où la majorité des gens vont pas vouloir venir. Après, c'est une analyse qui est extrêmement macro de ma part, ce genre de liste, je trouve. Et donc, bah, le problème, c'est que Ascad, il était en mode autobus, quoi. Donc, lui, il arrive sur un type, il voit une liste, il y a trois machins sur table. Bah, en fait, ça a fait comme toutes les autres games, hein. Il est arrivé, ah, t'as fait une connerie de placement? Bah, game terminé. Tu vois, en fait, Ouais. tu peux vous raconter la connerie, hein. Je pense que la connerie est arrivée, je pense, je sais pas combien de fois dans le tournoi. Donc le mec met bodyguard avec Catacross sur une unité de Morghast classique. Donc en gros, si tu viens dans les Morghast, tu es forcément en rage de Catacross, donc tu prends le bodyguard, et donc en fait je t'éclate la bouche avec mes Morghast et Catacross. Tu vois, jusque-là tu te dis, le plan il a l'air bien. Et puis cette espèce de grosse chèvre d'anglais, il se dit à un moment, et en plus Ascad il était devant moi, donc je le voyais, et il met un perso ou un endless Oh non. pas très Oh loin, non. enfin, pas à côté, mais pas très loin du bunker. Oh Et donc, non. Bascad, il avance, il charge dans le truc de merde à côté, et donc ça fait une Il ligne. paline et Et puis là, il y a mon il pouce, lave 4 mon morts, pouce yes. levé, c'est une unité et demie. Et puis il y a genre deux élus qui tapent dedans, tu vois. Et puis après, il dit, bah, j'ai une double active. Donc, du coup, il arrive, il dit, bah, première active, je lave ton machin, et puis je mets une taxe dans les Morghast, et puis en gros, je suis pas en portée de bodyguard, donc tu peux te faire foutre. Et puis ensuite, il dit, bah, bisous, deuxième active, j'éclate tes Morghast, et puis il reste, et puis t'as pris 10 PV dans Catacross, tu vois. Ouais. Bah, game terminé, genre T2 ou T3. Ouais, ouais. Non, mais Bah, c'est genre, nous, on a théorisé le match-up avec Martin, et si l'OBR joue correctement, normalement, tu peux pas rentrer dedans. Hein. non, mais vous avez raison. Normalement, tu peux pas rentrer dedans. Mais sauf que je sais pas pourquoi les mecs, ils cassent des endless, des machins, des trucs, tu vois. Et du coup, je vous citerai la phrase, tu vois, de Askeladd, moi je l'ai entendu le dire parce que c'était vraiment très drôle. Il a dit genre, so I'm gonna, genre, double activation, et il dit aux gens anglais, euh, I'm not in range of bodyguard, euh, et le mec qui regarde l'anglais regarde son capitaine, et Askeladd il regarde le capitaine, il dit, it's not my fault. Et après, il éclate. Et du coup, il traverse le gars, le mec se fait table rasée, genre T3. C'est vraiment très drôle. Le It's not my fault, il était légendaire. Avec un accent à couper du beurre, tu vois, sur une baguette. Il était exceptionnel. Voilà. Ah là là. Trop bien. Mais en tout cas, bravo Mm. à vous. Un bon score contre l'Angleterre. Et l'après-midi, vous affrontez les Polonais. Les Polonais, moi, que j'ai trouvé
très très bons à table. On les a affrontés au Danemark avec la Ninja Baguette. Je les ai trouvés exceptionnels à table. C'était pour moi au Danemark les meilleurs joueurs du tournoi. Donc, j'avais très peur de ce match-up pour la France. Et vous faites une grosse win. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire polonais? Mon adversaire était très fort, très précis, euh, un peu roublard sur les bords, mais enfin très très propre, mais un peu roublard. Genre, il arrêtait pas de me proposer des trucs que je devais faire à la table, qui étaient complètement nuls. C'était rigolo, euh, mais fort sympathique au demeurant. Et donc, je pense que j'aurais jamais dû gagner cette partie. Je pense qu'il est un peu tombé dans le piège de la game que j'ai proposée. C'est-à-dire, en gros, j'ai fait un peu, genre, je suis un teubé. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai foncé dessus tout droit. Il s'est dit, ok, le mec est trop con, il va m'impacter, genre, T2. Et en fait, je vais le laver, parce que s'il vient dans mon bunker de Too Blight, je vais le laver. Et sauf que j'avais bien étudié le truc avec l'outrage et tout. Et en fait, moi, je savais qu'il fallait pas y aller. Et ouais, j'ai fait rush. Après, il s'est un peu genre empaqueté, genre resserrant château et tout. Puis après, j'ai dit, bah ok, à moi. Enfin, genre, il m'a laissé le tour, ce qui était. Oui, ah oui, il m'a donné le double pour que je le rush vraiment. Et du coup, bah, j'ai fait, bah non, moi, j'ai pas envie de rusher. Du coup, j'ai fait genre marche arrière. J'ai tué 0 unité. Du coup, en fait, il avait pas de rip-hop à son T2. Lui, il a joué, j'étais hyper loin. Donc, en fait, il a rien pu sacrifier sur moi. En fait, il a pas eu de rip-hop non plus. Et ensuite, j'ai dit, ah bah moi, j'ai init. Bah vas-y, joue. Du coup, tu rip pas. Et en fait, du coup, on a fait une game, genre il s'est rien passé. Et puis après, quand il a compris qu'il était un peu niqué, bah là, je l'ai vraiment rushé. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment enfermé. Et c'est comme ça que du coup, j'ai augmenté un peu le score contre lui. Sachant que je me suis fait cloquer sur cette game parce que c'était très, 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 très technique. Et le joueur était vraiment très fort. Mais j'ai beaucoup aimé la partie. Le joueur était passionnant à affronter parce que psychologiquement, il était assez présent à la table. En plus de jouer extrêmement bien. Donc c'était une très bonne game pour finir les Worlds. Moi, je suis très fier de ma partie. En plus, limité de ressources, c'est mon scénario préféré de la saison. Donc c'était, j'étais trop content de finir en me tordant le cerveau dessus. C'était vraiment trop cool. Voilà. Donc vraiment passionnant. C'était vraiment trop bien. Stylé. Et donc la Pologne, des joueurs à suivre. Oui, oui, des joueurs de qualité, avec des listes de qualité, un vrai potentiel. Peut-être est-ce que c'est l'expérience qui a coûté parce qu'on avait peut-être un roster un peu plus expérimenté. Est-ce que la pression de peut-être s'ils avaient peut-être les Wars devant eux, hein, il y avait un scénario où c'était eux qui pouvaient gagner la compétition. Est-ce que c'est ça qui a joué? Franchement, je saurais pas dire. Mais on était tous d'accord pour dire que c'était des très gros clients sur ce volet-là. Voilà, c'était vraiment cool. Yes. Donc vous finissez les Worlds deuxième vice-champion du monde. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe de France, à tout le staff. Euh, Heureux et un peu déçu, j'imagine. Malheureusement, après le draw des USA, c'était plus tout à fait entre vos mains, mais en tout cas, vous avez fait le travail jusqu'au bout, puisque deux grosses victoires contre, pas des peintres, hein, contre les meilleurs adversaires du monde le dimanche. Donc une performance que moi j'ai trouvé très 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 bonne, de très haute volée pour l'équipe de France. Comment tu te sens toi à la fin de ces championnats du monde, quand vous êtes second? C'est quoi ton sentiment sur l'ensemble? Moi, excellent. Déjà parce que humainement, ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai affronté des adversaires d'un très très haut niveau et du coup, ça m'a donné le challenge intellectuel que je viens chercher dans ce genre de compétition. Euh, Extrêmement content du parcours. On a affronté les meilleurs, ou si ce n'est quasiment les meilleurs pour l'ensemble des pays. On ressort invaincu. Le destin et les dieux de Warhammer ont décidé qu'on ne devait pas gagner cette compétition. C'est comme ça. Moi, on m'aurait dit avant de monter dans l'avion, tu pars pour finir invaincu, jouer contre les meilleurs joueurs du monde et repartir avec la deuxième place. Je pense que j'aurais signé absolument tous les jours. Donc mon esprit de compétition met un petit côté revanchard, mais aussi extrêmement fier de ce qu'on a livré comme prestation. On a eu beaucoup de compliments durant le tournoi de la part de nos adversaires sur la propreté de la France à la table, ce qui n'a pas toujours été le cas également. Il faut quand même savoir se regarder en face. Et donc, par exemple, les Danois sont venus me dire que c'était la meilleure ronde qu'ils aient jamais fait contre la France et même une des meilleures qu'ils aient jamais fait dans toutes les compétitions confondues, en termes de fair play, de propreté à la table, etc. Donc c'est quand même
pense, important à retenir comme message. C'est-à-dire qu'on a livré une bonne prestation, proprement, dans une bonne ambiance, en jouant contre les meilleurs joueurs du monde. Et ça s'est bien passé. Ça aurait pu mieux se passer, mais ça s'est bien passé. Donc, moi, je suis extrêmement content et mon petit cœur de compétiteur est content, mais pas, on va dire, complètement comblé. Pas Voilà. Mais je rassasié. suis extrêmement content et je suis très content. Voilà, ouais, rassasié, exactement. Donc, j'ai toujours envie d'y retourner, j'ai toujours envie de rejouer contre ces joueurs-là, de reprouver que je suis peut-être meilleur qu'eux ou peut-être que cette fois ils sont devenus meilleurs que moi et de ramener enfin cette coupe à la maison parce qu'il est temps. Voilà. Après, bon, moi, par rapport aux anciens de l'équipe de France, j'ai pas grand-chose à dire. Il y en a, ils ont déjà fait 2 ou 3 deuxième place. Moi, j'étais un nouveau dans la sélection, mais je peux comprendre qu'au sein du pays, même les supporters, les gens qui nous envoient des messages et tout, ils aient vraiment envie qu'on gagne et que la France rapporte cette coupe-là parce que je pense que la communauté, plus que l'équipe, le mérite. Voilà. C'est un super message en tout cas, merci beaucoup. On va regarder un petit peu le futur maintenant. Non pas les playoffs de ce week-end, puisque si, je ne sais pas si les gens le savent, mais en tout cas, tu vas jouer Stormcast ce week-end. On en a parlé lundi soir. Juste pour finir la saison, tu t'es dit, je vais jouer les Poster Boys, les Golden Boys, c'est parti. On vous joue des Paladors et on chie sur les gens. Euh, Tu vas passer un week-end à te sentir sale, je te préviens. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de jouer Stormcast? Est-ce que c'est parce qu'il restait Stormcast et qu'il en fallait un pour le roster? Est-ce que tu étais en mode, ouais, je vais y aller tranquille, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de jouer Stormcast ce week-end? La composition de l'équipe, on voulait un Stormcast enfin, je voulais avec Julien un Stormcast en one drop parce que je trouve ça très fort dans le roster par équipe de 8. Et il y avait deux joueurs potentiels. Il y avait soit JB qui avait de l'expérience mais qui préférait, se sentait plus à l'aise avec un 2 drop. Et comme on voulait absolument un one drop, du coup il n'y avait pas d'autres joueurs dispo. Donc comme d'hab, je me suis un peu collé au truc alors que ça me passionne pas comme gameplay, mais je me suis dit qu'après les Worlds, comme j'avais pas d'entraînement avec, ça allait me reposer. Et donc je passe d'un extrême à l'autre, quoi. Je passe de COS MSU où je me tords le cerveau à Stormcast où je dois trouver le bon plan et ensuite après je peux fermer un peu les yeux et je regarde de plus tard ce qui se passe. Donc ça va me faire du bien à mon petit cerveau parce que je suis un peu fatigué avec le taf et le truc. Donc c'est très bien, ça me permet de aussi d'aider l'équipe, de machin. Et puis j'essaie de faire mon mieux. Et puis j'ai le petit challenge de pas jouer morbide. Donc ça va m'acheter quelques difficultés durant le week-end qui vont devoir peut-être me faire utiliser un peu plus mon cerveau qu'à d'autres moments. Voilà. C'est bien, tu vas jouer 3 heures par jour au lieu de jouer 3 heures par game, quoi. C'est possible, c'est possible. Ok, j'ai envie de parler un petit peu de l'avenir du jeu, de Scourge of Gairan et du manuel du général. Déjà, est-ce que tu as commencé un peu à regarder ce que Games a commencé à nous présenter avec Scourge of Gairan et avec les premiers leaks du manuel du général? Ouais, j'ai regardé un peu, j'ai regardé comme d'hab les armées que je joue pour voir la tendance que prenait le jeu. J'ai pas vraiment regardé en détail les règles, hein. J'ai vraiment pris deux, trois war scrolls, deux, trois règles un peu comme ça pour regarder et voir ce que je- vers où allait le jeu et est-ce que ça me hypait un peu, ça me peut faire monter la sauce à l'intérieur de moi, mais pas plus que ça parce que comme il y a les playoffs, moi je suis un joueur qui, autant j'ai une bonne capacité de comment dire, d'analyse et d'intégrer des informations et des armées très très vite, autant je suis un joueur qui ne veut absolument pas mélanger des choses qui sont pas encore sorties avec ce qui est encore sur le terrain. Enfin, moi, je peux vite confondre une règle que j'ai lue sur une armée avec ce que je vais croiser à la table parce que j'ai une bonne mémoire, mais j'ai une mémoire qui est très sélective. Donc, en gros, ça pour moi, c'est le war scroll. Je vais le garder euh, comme ça dans ma tête et à la compète, je pourrais faire une erreur sur ce truc-là. Donc, en Je crois qu'on est en train de te perdre, gros, j'ai Titi. vraiment survolé toutes les armées que je jouais Ok, ça va. Non. pas, je les ai pas regardées du tout. Titi, nous Donc, sommes par en exemple, train j'ai lu de que te perdre, Ridan, j'ai il avait été refait l'impression. et tout machin, mais j'ai pas eu tout regardé ces règles, tu vois, pour machin. Donc,
Donc voilà, j'ai survolé. Mais suffisamment, je pense, pour voir à peu près là où les Il est éditeurs lancé. veulent aller avec quand je veux Guérin. Ouais, je disais, on est en train de te perdre, on est en gros lag. Est-ce que tu peux peut-être... C'est bon? Alors, vas-y, dis voir. Des trucs. Ah, ça n'a pas l'air bon du tout, hein. Sinon, essaye de te déconnecter, de te reconnecter. Vous m'entendez toujours? Moi, je t'entends bien, donc Ça revient, peut-être. Oh, Spiros qui en profite pour donner un sub. Merci beaucoup, Spiros. Alors, on va voir dès qu'il revient. Toc. Je pense qu'il va se reconnecter. Yes. Alors, hop. Ouais. C'est bon, c'est bon. Nous t'entendons. Parfait. ouais, je suis désolé, je suis pas chez moi, donc j'ai peut-être les Ouais. coupures de ma non maîtrise de la connexion ici. Il n'y a pas de souci. Du coup, oui, tu disais, si je résume, tu disais que tu as regardé un petit peu ce que j'en regarde, mais pas en détail parce que tu veux pas t'embrouiller le cerveau pour ce week-end et c'est bien normal. Du coup, je vais plutôt C'est te ça. poser des questions un petit peu plus macro. Euh, on s'y attendait pas forcément à ce Courge of Gaillard. On sait qu'il y a un manuel du général qui arrive bientôt. Normalement, on avait prévu ça pour juillet, mais vu comment ça commence à balancer les trucs, on a l'impression que ça va arriver plus tôt que juillet, peut-être juin. Moi, ce qui me rend très très enthousiaste, j'aime pas ce mois de juin où on est entre deux versions, on n'a pas vraiment envie de jouer. Donc, si on peut avoir le manuel général début juin, moi, ça serait parfait pour moi, entre guillemets. Mais en tout cas, Games a décidé de lancer Scourge of Gairan, c'est un update de faction par jour jusqu'au manuel du général. Qu'est-ce que tu penses du concept même d'avoir des War Scrolls de saison et du coup d'avoir ce Scourge of Gairan qui va juste modifier les règles ou ajouter en tout cas des règles à une armée pour une saison. On sait quand ça commence, on sait quand ça termine. Et a priori, si ça fonctionne bien, le but c'est d'avoir ça à chaque saison. Euh, non, je vais répondre avec un peu ce que j'attends de manière générale de la nouvelle saison, slash manuel du général, etc., etc. Ça répondra, je pense, en partie à la question. Je suis devenu, à cause, je pense, de Game Workshop, extrêmement exigeant sur la suite de AOS en termes de hype, de contenu et de compétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le comparatif est trop simple avec ce qu'ils font à côté. Et quand je vois la qualité des livres, la profondeur en termes de rejouabilité, et ils sont capables de faire en termes de réécriture et de création de règles, etc., côté 40 000, j'avoue que j'ai un peu le seum sur 2025 avec AOS. Et on va dire fin 2024. Donc j'attends surtout dans le panel, que ce soit Scourge, Kiran, les scénarios, le manuel général, les règles qui changent, machin, etc. J'attends quand même un certain niveau. Je vais être assez exigeant parce que bah, moi je recherche de la complexité, de la profondeur dans le gameplay, de, enfin, voilà, de la recherche quoi, et des choses qui sont intéressantes à jouer, qui se renouvellent, machin. Donc les nouveaux War Scrolls c'est cool, etc. Mais pour moi ça suffit pas. C'est quelque chose qui va les gens prend, que ce soit un joueur compétitif ou un joueur plutôt casual. Pour moi, par exemple, Scourge of Ghyran, c'est un ajout qui est sympa parce que pendant 1 ou 2 mois ou 3 mois, ça t'apporte une petite dose de fraîcheur et après tu peux en avoir une autre à la saison d'après, etc. C'est plutôt sympa. Mais la profondeur de ce truc-là vient du côté, euh, du côté du manuel, c'est-à-dire dans la profondeur des règles, dans la profondeur des scénarios, dans la refonte des tactiques de bataille qui sont vraiment beaucoup trop pauvres aujourd'hui par rapport à nos cousins de chez 40 000, et surtout dans les livres. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un livre 40K sort, il perturbe toute la méta,
la méta tourner autour de lui, pas forcément par sa puissance, mais aussi par son originalité, par, les mécanismes qu'il apporte dans le jeu et tout. Et donc tout ce truc-là, c'est ça que moi je recherche. Et je pense que les joueurs casus, le joueur casu, il a un livre qui sort, bah, au moins il a son livre, il a 7 ou 8 sous-factions à jouer, voire plus, avec des gameplays différents, il peut jouer toute sa collection, c'est agréable dans tous les sens, il va pouvoir se faire plaisir pendant 3 ans, 4 ans avant son prochain livre et tout. Ça, malheureusement, je suis désolé, à AOS aujourd'hui on l'a pas. Ils nous ont sorti des index, des trucs, ensuite, on a, des livres qui sortent, c'est une pâle copie de ce qui sort avec, un stagiaire qui a fait de la réécriture. Bah, OK, mais je peux pas faire des différences comme ça pour quelqu'un qui suit un peu les 2 jeux. Moi, je joue pas à 40 000, hein, je fais que regarder du contenu. Donc je regarde les Battletome reviews, je regarde enfin les codex reviews, je regarde les rapports de bataille et tout. Bah, désolé, j'ai un peu mal à mon AOS en termes de contenu et pas que pour la partie compétitive. Aussi, je me dis, mais même quelqu'un qui achète un livre par an, c'est son livre d'armée, et qui fait une game par mois ou peut-être moins, mais qui va faire une game par mois peut-être pendant 3 ans, tu vois, bah lui, il veut avoir de la fraîcheur, découvrir des trucs, des machins. Là, pour le coup, c'est pas le cas, tu vois. Donc en fait, moi, ce que je regarde, j'ai une grosse attente dessus en disant, oh les gars, genre, secouez-vous, parce que là, le jeu, il a besoin d'un gros truc. Et on voit bien que la hype, elle a. Heureusement, il y a eu les Wars pour relancer un peu le truc, mais la hype sur la création de contenu, tu vois, toi, t'es apparu, on va dire, au courant de cette année, mais le reste des créateurs de contenu sur du Age of Sigmar, il est plutôt en descente parce que ça génère plus grand-chose sur ce volet-là. Donc faut aussi faire attention, l'éditeur, faut pas qu'il mette en avant un jeu pendant qu'un autre il reste sur un standard un peu plus classique. Et donc bah oui, je suis extrêmement exigeant sur la suite. Donc en fait, les War Scrolls c'est bien, c'est cool, ça apporte du frais. Les règles qu'ils ont leakées, elles ont l'air sympas, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Faut des choses vraiment plus lourdes, quoi, en termes d'impact. Voilà. Yes, bah on va attendre avec impatience ce manuel du général. J'espère que ça sort début juin. Ça serait Mm. très 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 stylé. Euh, et puis on verra bien ce qu'ils nous proposent. Le début des changements, les Battle Tactic Cards, etc. Moi, ça me hype beaucoup d'avoir beaucoup de changements là-dessus pour avoir un jeu vraiment différent. Les Battle Tactics, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait chier, je pense, cette saison. Euh, c'est un système qui a 4 ans, qui a été imparfait pendant les 4 ans. Et je suis très très content qu'on en change. Je ne sais pas si le nouveau système sera bien, mais en tout cas, il sera différent. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on change du système de battle tactique parce que ça fait 4 ans, je sais pas combien on a de games sur un système de battle tactique comme ça, mais je sais pas, peut-être 500 games, 600 games sur ce type de système. Et bon, c'était un peu long, quoi. Euh, Est-ce que toi, les tactiques, c'est quelque chose. Est-ce que tu aurais aimé que le système actuel perdure? Est-ce que toi, t'en as eu marre comme moi? Ou qu'est-ce que t'en penses, toi, du système de tactique où tu as une tactique à choisir au début de ton tour, tu l'as fait dans le tour, tu marques tes points? Moi, je trouve que le mécanisme est pas si mauvais que ça, hein. Maintenant, il manque de diversité. Euh, il y a déjà, il doit enlever tout ce qui est tactique propre à des groupes d'armées ou à des sous-factions, à je sais pas quoi. Ça doit absolument disparaître parce que ça crée un déséquilibre dans le jeu. Il faut en avoir beaucoup plus pour créer de la rejouabilité. C'est très chiant pour ce truc-là. Euh, et puis en plus, on peut pas vraiment se lancer de défi parce qu'en fait, si tu choisis des tactiques difficiles à faire, c'est en général, bah, c'est juste que t'es vraiment en train. Bah, il n'y a pas vraiment de challenge, c'est genre, t'as des trucs qui sont complètement obvious dans le tour. Des fois, c'est un peu technique, mais ça arrive genre une game sur 15. Puis des fois, il y a un fil un peu conducteur que finalement, tu peux pas trop perturber chez l'adversaire, donc il n'y a pas d'interactivité maintenant, interaction. Euh, donc moi j'aime potentiellement ce système. Maintenant il manque de dynamisme et il manque de rejouabilité. Donc je pense que ouais il faudrait autre chose original parce qu'il faut pas copier non plus ce qui fonctionne à 40 000. Mais là ils ont l'air de partir sur quelque chose. Mais il faut pas que ça soit un système qui soit plus simple parce qu'en fait là on était déjà dans vraiment le plus simple du simple hein, en termes de jeu. Enfin, d'objectifs secondaires dans un wargame. Voilà, si on parle pas que de Game Workshop, il y a aussi à côté, si on prend
Song of Ice and Fire ou des trucs comme ça. C'est d'autres jeux ou Machine ou des trucs comme ça. Tu avais une autre profondeur quoi, en termes de secondaire, Mm. hein, c'est pas pareil. Donc il faut vraiment retrouver un petit peu de complexité, toujours facile à comprendre pour les gens qui jouent moins, mais un peu comme on dit, tu vois? C'est, facile à jouer mais difficile à maîtriser, quoi. Le Ouais, système de 40K, c'est très facile à jouer. Les cartes, tu les tires, mais là où tu vois la différence, c'est les mecs qui masterisent le pilotage de leur armée, la construction de leur liste et tout, pour répondre à un tirage qui est aléatoire. Le mec qui fait sa liste White Dwarf avec sa collection et qui tire des cartes, il s'en bat les couilles. Il a pas pris des trucs pour faire des objectifs. Il va tant bien que mal tenter de faire ses cartes. Donc c'est pas parce que tu fais un système qui peut paraître simple que ça ne peut pas correspondre à des joueurs extrêmement compétitifs et à des joueurs très casual. Et je pense que c'est ça qu'ils arrivent à trouver comme recette. ouais, je suis 100% d'accord. Mais je pense aussi que c'est important de laisser la chance au système parce que je pense qu'un système, il a toujours l'air moins bien que ce qui existe parce qu'on connaît ce qui existe et qu'il faut tester, quoi. Donc on va tester ce qu'ils ont prévu et on va espérer que c'est un bon système en tout cas parce que a priori ça va être le système en tout cas pour un an. Mm. Et moi ce que Yep. j'attends aussi le plus c'est des battle plans quoi, hein. Là grosso modo les battle plans c'était littéralement bon bah il y a 3 battle plans à 6 objets, l'underdog on s'en bat un petit peu les couilles. C'est que des trucs qu'on a déjà joué. Je trouvais que les battle plans étaient très très boring. Très Mm. très simple. En fait, c'était juste, t'as des points sur l'endroit où il faut être, et t'as des configs rapprochés, t'as des configs écartés. Littéralement, tu pouvais jouer le jeu actuel comme il y a deux configs globales de battle plan, et t'as tes games macro sur ces deux types de battle plan. Et j'espère que on va avoir bon, 12 battle plans très différents, c'est beaucoup demandé, mais beaucoup plus que deux, quoi. Bah, surtout avec du changement dans le gameplay, parce qu'il faut quand même se rappeler que pas mal de scénarios qui sont là ont déjà été joués dans des Ouais, versions précédentes. Donc en plus, c'est même pas 12 nouveaux pour lesquels on a dû, qui n'avaient pas forcément un gameplay extrêmement profond, mais il y avait des gameplays qu'on avait déjà. Par exemple, le style, un scénario qui est original. On va prendre The Vice. The Vice, en soi, il est hyper intéressant. C'est un truc qui a une dynamique, ça bouge, tu peux changer ta configuration de game et tout. Et sauf que The Vice, c'est bon, on l'a déjà joué en fait pendant une saison. Donc, ok, quand t'es un joueur casual, c'est pas grave. The Vice, tu l'as peut-être fait une fois il y a 2 ans. Mais pour un mec qui fait de la compète et tout, bah en fait, c'est là où tu coches pas toutes les cases. C'est quoi, tu coches la case joueur casu, bah oui, mais tu la caches quasiment tout le temps. Sauf que le mec qui fait de la compète ou qui joue un peu toutes les semaines, même contre son cousin, bah c'est bon, The Vice, il l'a fait il y a 2 ans, il va pas se le retaper pendant un an du truc. Sort des trucs, 12 trucs nouveaux. Moi, c'est tout ce que je demande, qu'ils soient originaux, bien foutus, un peu déséquilibrés et tout. Franchement, je m'en fous, je veux genre 12 machins que j'ai jamais vu, tu vois. Et c'est ça qui m'importe le plus. Donc ça, pour le coup, sur les scénarios, je serai intransigeant. Si ouais. je me retape des machins qui ressortent d'une saison que j'ai déjà faite, là, c'est vraiment genre, bon les gars, genre, il y a C'est un finito. problème. Ouais, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et tu vois, même, je trouve que dans. Alors, quitte à ce qu'ils fassent un all-star des scénarios pour lancer la saison, bon, je trouve ça nul, mais bon, s'ils le font, ils auraient pu probablement mieux choisir. Genre, par exemple, moi, le battle plan que j'avais beaucoup aimé, c'est celui où t'as l'objectif qui se balade de droite à gauche, tu sais. Hmm. Geomantic Ouais, Punch, je je me crois. souviens. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas eu il y a pas eu les meilleurs choix de trucs, hein. Franchement, les trois scénars à 6 et 8 ils sont oméga boring. C'est les trois, c'est les mêmes scénars. Je crois qu'en tout, tu dois avoir 6 scénars à 6 ou 8 objets. C'est les mêmes scénars, quoi. Franchement, Hmm. le game plan, il est exactement le même sur le. T'as littéralement 6 scénars que tu peux grouper en un. C'est le même game plan, tu réfléchis même pas. Ouais, je trouve ça vraiment. Moi, j'attends des nouveautés, comme tu dis, et des scénars vraiment différents, quoi. Parce que si on avait eu Hmm. des trucs un peu techniques, genre Pulse, machin, ça aurait peut-être été un peu moins long. Mais bon. Hmm. C'est clair, c'est vrai. Donc voilà, beaucoup d'attentes. Donc j'espère que ça sera satisfait. Dans ton calendrier pour le futur, tu as les playoffs ce week-end. Est-ce que tu as d'autres tournois dans les prochains mois, Titi? Ouais, j'ai 2 tournois avant de, je pense, clôturer la saison. Je vais faire un tournoi à Bristol en Angleterre avec toi et les Nine Inch Baguettes. Et ensuite, donc ça c'est début juin.
et ensuite je fais le tournoi à Toulouse, le gros GT qui a organisé par le Donjon Exclusif de mémoire. Alors il y a des golden à acheter, mais moi j'ai déjà ma place parce que je m'en suis bien sorti avec mes petits euros. Et donc j'y vais surtout, je pense que j'ai vu une armée qui me fait plaisir. Donc je suis en train d'hésiter entre. Donc je sais pas si on aura de nouveau manuel général ou pas qui sera joué. Ça m'importe pas grand-chose, je suis surtout là pour rencontrer le plus de gens dans la communauté du Sud-Ouest et surtout m'éclater un peu avec une armée que j'ai pas encore pilotée durant la saison pour des raisons de compétitivité. Donc je vais peut-être essayer de me mettre un petit challenge avec un truc un peu faiblard, mais qui me fait plaisir à jouer. Tu fais Voilà, la et donc Slayer. surtout c'est du solo au soleil, il fera 35 degrés, ça sera très sympa. Voilà. Yes. Euh, Bah, on a très très hâte de voir ce que tu vas jouer. On arrive à la fin de l'émission. Déjà, je voulais te remercier immensément pour toute la couverture que tu as permis pendant les Worlds. Tu as pris du temps en soirée, alors que pour l'avoir fait, on a d'autres choses à foutre que de faire des calls pour raconter ce qui s'est passé. Donc, un immense merci à toi pour ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais les coachs anglais ont fait la même chose. Donc, j'ai eu les coachs anglais quasi tous les soirs pour débrief aussi leur journée. C'était très sympa de leur part d'avoir fait ça. C'était Tom Mosley et Steve Follows qui ont fait ça. Donc, Trop bien. c'était très cool de leur part parce que bah, ça met du dynamisme, ça aide ma chaîne aussi. Donc, ils ont fait l'effort comme toi aussi. Donc, un immense merci à toi. Et bien sûr, un immense merci pour être venu ce soir, alors que tu as probablement d'autres choses à faire en étant à Paris, la famille, tout ça, tout ça. Donc, je vais pas te retenir plus longtemps que ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ouais, bah déjà merci à toute la communauté qui est encore présente ce soir pour ce débrief. J'espère que j'ai pu vous donner un peu des insights que vous n'avez pas pu avoir sous l'ensemble des médias qui ont couvert tout ça, la OSFF, Friends for Game Studio, toi, etc. C'était un plaisir de faire cette aventure enfin sous maillot français. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'en suis très content et j'espère que tout le monde est content du résultat qu'on a produit, même si c'est pas le meilleur. Voilà, je suis très content. Merci à toi pour l'invitation ce soir. C'était avec plaisir. Moi, je fais mon moteur, j'en ai deux, c'est la compétition et partager ma passion. Donc, tout ce que je peux faire comme temps à prendre, donc si ça doit me faire me doucher plus tard, me coucher plus tard ou machin, c'est toujours pas un problème de prendre du temps pour partager même 5 minutes ma journée, ma passion, mon truc. C'est mon moteur numéro un dans ce hobby. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toi pour les échanges et puis les words et ce soir. C'était très cool. Et puis bah, j'espère on se retrouvera pour d'autres lives, d'autres tournois, peut-être l'équipe de France l'année prochaine parce que je ferai tout pour y être encore une fois. Voilà, donc ça, avec plaisir que je continuerai à vous partager mon hobby au travers des créateurs de contenu. Donc c'était très cool. Merci beaucoup à tous pour clôturer cette partie des Worlds et bientôt la saison. Voilà. Merci Titi et merci beaucoup à tout le chat. Merci à tous les gens qui ont sub. Merci à tous les viewers. On se retrouve demain soir pour une game. Je ne sais pas encore ce qu'on va jouer. On va probablement jouer des trucs Scourge of Gairad, maybe, j'en sais rien. Peut-être que je testerai Cos Canon, nous verrons. En tout cas, on se retrouve demain soir pour une partie. D'ici là, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.